Bon, donc bonjour à tous. Merci de vous être mobilisés soit en chair et en os, soit à distance pour cette petite réunion de présentation du master de droit européen. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'avec Sébastien, on va vous présenter un peu les enseignements, mais ça, je suppose que vous avez déjà regardé les maquettes. Mais c'est pas possible, parce qu'il y a absolument rien qui est Ah fait. Tu bon, sais, c'est pour ça que d'accord. je t'ai fait travailler hier. Bon, ok, donc vous pourrez le découvrir par la suite. Donc, on va quand même vous présenter le contenu de la maquette, l'objectif de la formation, surtout par rapport au Master 2, et puis après, on essaiera de répondre à vos questions, bien évidemment. Alors, donc, c'est une formation en droit européen. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, quand on dit droit européen, en réalité, ça recouvre à la fois essentiellement le droit de l'Union européenne et le droit du Conseil de l'Europe. Ça, j'aurai l'occasion d'y revenir. Et donc, quand on dit le droit du Conseil de l'Europe, c'est pas uniquement nécessairement la Convention européenne des droits de l'homme. Et surtout, c'est pas uniquement le droit européen en tant que tel, mais c'est bien évidemment le droit européen de manière opérationnelle, donc c'est-à-dire dans les États membres et dans le droit français spécialement. Étant entendu aussi qu'il y a une dimension relations extérieures, c'est-à-dire l'Union européenne, d'ailleurs essentiellement comme acteur des relations internationales. Donc, ça se fait en deux étapes. Il y a une formation, et Sébastien va vous dire quelques éléments euh, généralistes en Master 1 qui vient compléter les enseignements que vous avez d'ores et déjà eus essentiellement d'ailleurs en droit de l'Union, et après une formation plus spécialisée euh, en, en Master 2, OK, axée sur les droits fondamentaux. Alors peut-être Sébastien, tu leur fais un petit point Bah, sur la maquette de Master 1, s'il te plaît. alors, sur la maquette de Master 1, donc, je pense que à distance, vous pouvez la voir. Donc, elle est évidemment divisée en deux semestres, la deuxième année étant évidemment organisée de manière un petit peu différente de ce point de vue-là. Et donc, comme vous le disiez, Olivier, alors là, aujourd'hui, apparaît parcours études juridiques européennes, mais il y aura bien, en fait, l'intitulé du parcours, droit européen des droits fondamentaux, mais ça correspond, en fait, à la maquette qui existe d'ores et déjà et qui est commune, en fait, à l'ensemble des parcours de la mention droit européen qui est présente à l'Université de Bordeaux. Donc, contentieux de l'Union européenne et droits fondamentaux européens sont les deux matières fondamentales du premier semestre et on complète avec droit de la concurrence et European Union External Relations Law pour le second semestre. Donc l'idée étant véritablement de permettre à tout à chacun d'avoir les bases sur le droit de l'Union européenne principalement, mais aussi les éléments du Conseil de l'Europe et d'une dimension droit fondamentaux, droits humains, mais aussi droit économique, puisqu'il y a les autres parcours, une dimension plus économique que celle qui sera la nôtre. Donc voilà, vous avez cet élément particulier à noter aussi, c'est que dans le cadre de ce master, parce que l'on considère que c'est un élément fondamental, quand bien même vous pourriez faire un stage en première année de manière optionnelle, mais aussi de manière plus importante en deuxième année, il y a une UE recherche qui est très importante et qui va vous permettre de vous préparer à l'exercice du travail juridique par la recherche. Et avec cet objectif finalement de voir comment vous pouvez explorer une question, non pas de manière classique dans le cadre des cours, mais via un sujet particulier en collaboration avec un directeur de mémoire qui va vous accompagner sur les deux années, parce que l'idée, pour ceux qui voudraient faire un mémoire, éventuellement une thèse après, bah, c'est de commencer en M1, prolonger en M2, et puis ensuite en tête.
tout est assez progressif. Je vous montre aussi la maquette du second, de la seconde année, comme ça vous aurez vu les choses et vous verrez que là aussi, en termes de progressivité, on avance avec donc la maquette de M2. Hop, partager. Donc vous voyez que cette fois-ci, la maquette de M2, alors j'aimerais juste l'agrandir pour ceux qui sont ici. Voilà. Voilà, il n'y a plus de semestrialisation, ça reste que des unités. Et là, en fait, on développe la thématique des droits humains dans différentes configurations. Union européenne, Conseil de l'Europe, mais vous voyez, avec les activités économiques, les relations extérieures dont on parlait Olivier tout à l'heure, la protection de la nature, voilà, avec cette idée de... c'est un cours qui n'existe pas, qui va vraiment être créé de toutes pièces sur les droits des humains et les droits des non-humains. Voilà. Mais il y a aussi protection internationale des droits de l'homme, c'est-à-dire aller voir aussi ce qui se passe en dehors de la sphère européenne, avec Carolina Sadar-Guzman qui assure ce cours-là. Donc il y a des cours qui sont mutualisés, notamment celui-ci. Et donc voilà, l'objectif pour nous est d'offrir aussi une certaine possibilité en termes de formation par la recherche, mais aussi en termes de professionnalisation, de choisir entre le mémoire, le stage et les concours de plaidoirie qui sont en réalité mentionnés ici, mais qui pourraient être commencés dès le Master 1 avec le concours Cassin notamment, pour ceux que ça intéresserait. Mais vous voyez, l'idée véritablement est d'allier différents profils afin d'avoir une promotion qui soit aussi assez complémentaire. Alors, si je peux ajouter deux choses. Une première chose, l'objectif en réalité à travers cette thématique des droits humains, c'est que vous ayez une formation généraliste en droit européen, mais au-delà du droit européen, puisque comme vous le savez, maintenant les droits fondamentaux occupent une place très importante dans l'ensemble du système juridique et que ça vous permette par le prisme de cette question des droits humains ou des droits de l'homme, comme on disait jadis, d'attraper des sujets, des thématiques juridiques très variées. D'accord? Euh, ça c'est la première chose. Donc, pas, c'est pas une formation en tête d'épingle. OK? L'idée, c'est au contraire, par ce biais des droits de l'homme, de découvrir tout un tas de questions juridiques et de les découvrir par ce biais des droits de l'homme et de manière concrète et opérationnelle. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. Et donc de manière variée. Ça, c'est sur le plan du contenu. Sur le plan des méthodes, en tous les cas pour ce qui concerne le Master 2, l'objectif, c'est de laisser tomber les cours magistraux ou les TD tels que vous les connaissez et que vous soyez en mesure, évidemment avec un enseignant, avec un prof, de vous emparer d'une question juridique. OK, Sébastien a déjà parlé de la réalisation des mémoires, mais on est vraiment dans la perspective. Alors, je suis désolé parce que ça fait un peu ridicule de dire ça, mais en français, c'est pas très clair. C'est learning by doing. OK, c'est-à-dire que que vous soyez en charge de traiter une thématique, OK, par vous-même, y compris à travers un cas concret, par l'intermédiaire de la clinique du droit, et de vous-même découvrir tout un tas de questions, de soulever tout un tas de questions, de savoir faire des recherches pour pour arriver à un résultat. OK? Et c'est pour ça qu'en termes de modalité d'examen, on a pour les deux matières fondamentales du M2, on a intitulé ça projet de recherche tutoré, parce que voilà, l'idée, ça ne sera pas un écrit de 4 heures, ça ne sera pas un oral, voilà, vous allez en fait
en même temps que, il y aura les heures pédagogiques, les 30 heures de cours pour l'un et 30 heures de cours pour l'autre, bah, vous allez préparer cet élément-là. Donc, il y a une espèce Voilà. d'évaluation qui n'est ni un contrôle terminal à ce moment parlé, mais il y aura bien un rendu final et il y aura un contrôle continu puisqu'il y aura du travail qui sera à produire tout au long des séances. Voilà. Donc, si vous voulez, et sachant que ça pourrait d'ailleurs être à cheval sur les deux cours, on se coordonnera avec nos Et collègues. si vraiment ça marchait super bien, ça serait un thème, je vais dire n'importe Hum. quoi, la laïcité, la liberté d'expression ou autre, et qui soit travaillé aussi bien du point de vue du droit de l'Union européenne que du Conseil de l'Europe, c'est-à-dire et la Convention européenne des droits de l'homme, hein, de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais aussi éventuellement des conventions spécifiques sur ces éléments-là. D'accord. Parce que si vous voulez, du point de vue de la question de la professionnalisation, bien évidemment qu'il y a un enjeu fondamental, puisque je suppose que si vous faites des études, c'est aussi pour pouvoir trouver du boulot par la suite et faire bouillir votre marmite, ce qui est une préoccupation tout à fait légitime. D'accord? L'idée, c'est que de cette formation, c'est de former des juristes qui soient adaptables à tout un tas de situations, parce que finalement, les profils juridiques, si vous voulez, grosso modo, sans tomber trop dans les caricatures, vous en avez deux. Soit des gens qui sont spécialisés dans tel ou tel domaine à un instant T, d'accord, à un instant T, parce qu'on ne sait jamais ce que la vie réserve, les opportunités, etc. Et puis, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le droit évolue, qu'il y a des nouvelles questions qui se posent. Donc, spécialistes à un instant T, ou des gens qui aient une formation un peu plus générale et qui soient capables, comme ça, de s'inscrire dans différents milieux professionnels, d'accord? Les magistrats, par exemple, en réalité, c'est des généralistes. C'est pas des spécialistes, c'est même pas du tout, c'est pas du tout des spécialistes. Les avocats, ça dépend. Au début, en général, quand on s'installe, on n'est pas spécialiste. Après, on peut éventuellement se spécialiser, sauf si on travaille d'emblée dans un grand cabinet parisien. OK? Et de la même manière, bon, dans le milieu des entreprises ou des collectivités publiques, on cherche parfois des problèmes, des profils spécialisés, mais ça, c'est en réalité uniquement dans les très grandes structures, que ce soit les entreprises ou les collectivités locales. Mais en réalité, c'est dans les très, très grandes structures. Même dans une commune de, moi, je ne sais pas, 20 000 habitants, en réalité, la personne qui fait du droit, elle a une formation généraliste, puisqu'elle n'est même pas mais elle n'est même pas uniquement confrontée qu'à des problèmes purement de droit administratif. D'accord? Donc ça, c'est l'idée. Et puis aussi, bien évidemment, et là, le lien est peut-être plus immédiat avec la question des droits fondamentaux, c'est tout le monde des ONG qui recrutent beaucoup de juristes. D'accord? Et d'où l'importance de cet apprentissage en autonomie. OK? Ça, je pense que c'est fondamental. Et puis, vous savez, ça, c'est un truc qui est assez bien renseigné. C'est que finalement, ce que l'on apprend par soi-même, bah, en réalité, c'est beaucoup plus efficace que si on le découvre par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Alors, mon propos n'est pas évidemment de critiquer les cours magistraux. Je crois que c'est fondamental jusqu'à la licence, puisque ça permet quand même d'apprendre des éléments fondamentaux du droit. Ça, c'est évident qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Je ne vois pas très bien comment on peut apprendre les conflits de loi dans le temps en lisant un bouquin si on n'est pas accompagné par un prof et tout un tas de questions de ce genre. OK. Mais après, normalement, si vous avez été bien formé, et ce dont évidemment nous ne doutons pas, si vous avez été bien formé, après, ben, ça veut dire que vous avez par vous-même les moyens, en étant accompagné, bien évidemment, de vous approprier tout un tas d'autres connaissances et d'autres méthodes. OK, comme je dis souvent, d'abord, un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait poser des questions et qui sait trouver des réponses, mais pas nécessairement qui connaît directement les réponses. Vous voyez ce que je veux dire? D'où cette perspective de learning by doing. C'est ça qu'on veut essayer de faire.
Après, évidemment, c'est en autonomie, mais vous n'êtes pas. L'idée n'est pas de vous lâcher seul et de jamais voir un enseignant. Au contraire, c'est d'avoir des spécialistes de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, de la question des migrations ou de la question du droit de l'environnement, mais qui vont justement apporter leur connaissance pour, entre guillemets, vous aider dans ce travail un petit peu de recherche. Ok, puis c'est l'idée aussi d'avoir des cours où il y ait une interaction et une interaction non seulement avec le prof, mais aussi avec vos camarades. Ok, voilà. C'est ça aussi l'apprentissage du travail en équipe, c'est bien évidemment tout à fait fondamental. Voilà. Rien d'autre à dire, chef? Non. Parfait. Donc, si dans la boîte, on va peut-être commencer par la boîte parce que les pauvres, euh, c'est pas très funchy pour eux. Si dans la boîte, vous avez des questions, nous vous écoutons. Vous pouvez, si vous êtes trop timide, vous pouvez même les poser par le chat et je les lirai à haute voix pour que vos camarades qui sont out of the box puissent savoir quelle est la question. Voilà. Donc, nous vous Ils écoutons. liront le chat Ah sur oui, vous l'écran. lirez le chat, donc je n'aurai pas besoin de lire. Ah oui, qu'est-ce que c'est bien la T'as vu? technologie. Ouais, ça peut, ouais. C'est formidable. Donc, on vous écoute. Avons-nous le choix entre un rapport de stage et un mémoire de recherche où les deux sont imposés? Alors, pour la question de la deuxième année, là, il y a le choix, en fait. Il y a le choix entre le stage et donc, là, un rapport de stage à établir sous la direction d'un enseignant et en rapport avec le stage, bien évidemment. Le choix, donc, avec l'exercice du mémoire académique, hein, on est d'accord que le travail, il y a la rédaction d'un document à chaque fois, mais c'est des choses différentes. Et donc là, vous avez le choix entre l'un et l'autre, mais aussi le choix en deuxième année de master avec le concours de plaidoirie. C'est-à-dire que si vous vous engagez dans un concours de plaidoirie, ça nécessite du temps, beaucoup d'investissement sur une période un peu particulière en plus. Donc là, l'objectif est toujours de rendre en plus un mémoire. Donc, on a un enseignant qui est Catherine Gauthier qui s'est engagée par rapport à ça. Donc, elle le fait depuis plusieurs années. Il y aura un chargé de TD ou enfin un doctorant qui l'accompagnera dans l'accompagnement de l'équipe. Mais voilà, le travail d'équipe pourra être valorisé dans le cadre du Master 2 en particulier. Euh, mais là aussi, vous pouvez aussi faire un mémoire de recherche, par exemple, et faire le concours de plaidoirie. C'est juste que vous choisirez à ce moment-là le mémoire de recherche pour l'évaluation et le concours de plaidoirie, bah, vous l'aurez fait en parallèle. Évidemment, il n'y a pas il y a pas de blocage par rapport à ça. Et donc, vous avez parlé d'une plaidoirie en fin de M2. Ce concours vient remplacer le mémoire. Donc, effectivement, c'est ça l'objectif. Alors, c'est pas en fin de M2, hein, c'est le concours Cassin, il commence maintenant, hein, si je ne dis pas de Oui. bêtises. Le sujet vient de paraître. Non, Donc, non, le sujet, ça fait un moment qu'il est paru. Il est paru en vous décembre. voyez comme quoi je m'intéresse Donc, beaucoup au concours heureusement de que je suis plaidoirie. là. Non, là, D'accord. le mémoire a été rendu et donc on passe à la deuxième phase, c'est-à-dire la préparation de la plaidoirie. Donc, D'accord? vous voyez, c'est pas en fin, mais effectivement, le travail de mémoire rendu peut être évalué. De toute façon, il est évalué dans le cadre du concours et donc on peut récupérer cet élément-là pour vous évaluer d'un point de vue pédagogique. Voilà. Euh, Et sachant que comme le concours Cassin, c'est en avril, on peut très bien imaginer aussi que si vous voulez, vous pouvez faire un stage qui ne sera pas l'objet de l'évaluation si vous avez choisi l'évaluation sur le fondement, si je puis dire, ou dans le cadre du concours Cassin, d'accord? Mais vous pourrez tout à fait faire un stage sur la période de mai-juin, d'accord? Vous voyez, l'idée, c'est quand même aussi que j'insiste sur cette idée d'autonomie. L'autonomie, c'est pas l'indépendance, ni on vous prend pas pour des bons sauvages. Mais enfin, quand même, que vous puissiez aussi faire ce qui vous intéresse, bien évidemment, en étant accompagné. Voilà. OK?
Alors, par rapport à la question sur le parcours, enfin, voilà, est-il possible, grâce à ce parcours, de passer le CRFPA? En réalité, n'importe quel diplôme de droit de niveau Master 1 vous permet de tenter l'examen d'entrée au CRFPA. Et vous le savez, maintenant, il y a une réforme. Il faut avoir un bac, un +5, un Master 2 pour pouvoir prêter serment. Donc, le Master 1 comme le Master 2, droit européen des droits humains, évidemment, c'est un diplôme de droit, donc il vous offre la possibilité, si vous allez jusqu'au bout, de préparer, enfin de tenter l'examen d'entrée et de prêter serment à la fin du CRFPA sans aucune difficulté. Sachant que la principale matière au CRFPA, la principale matière d'écrit, c'est ce qui correspond au programme de droit des obligations de deuxième année. Donc, vous n'êtes pas spécialement désavantagé par rapport à d'autres, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'autres masters de droit privé. Vous voyez ce que je veux dire? À part vos camarades qui sont en master de droit civil et qui ont l'occasion d'approfondir le droit des obligations, soit ceux qui sont en master droit des personnes et des familles où il y a un aspect droit des obligations ou ceux dans les autres masters de droit civil généraliste, en réalité, vous êtes exactement dans la même situation, sachant qu'au CRFPA, il y a des options de droit européen, aussi bien aux écrits que pour les oraux. Hmm. OK? Donc, je pense qu'il n'y a pas de, enfin, si on veut être clair, c'est bien évident que ceux qui font un master de droit civil, ils partent avec de l'avance pour cette épreuve écrite, mais tous les autres, je ne vois pas très bien le type d'avance qui pourrait faire valoir par rapport à ce qui est ce programme qui correspond, j'insiste, au droit des obligations de deuxième année, c'est-à-dire responsabilité, contrat et peut-être RGO, régime général des obligations, mais ça, je ne suis même pas sûr que ce soit dans le périmètre. Et en tout cas, par contre, ce master-là prépare véritablement, efficacement à l'oral de liberté publique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc et je crois même d'ailleurs plus que n'importe quel autre, puisque, comme disait Olivier au début, notre objectif à nous est pas simplement de faire le droit européen des droits fondamentaux, hein, mais de bien étudier et les systèmes européens, donc les systèmes juridiques nationaux. Voilà. Est-ce que vous attendez des compétences très spécifiques pour accéder à ce master? Bah, on attend que Connaître le droit. voilà, vous ayez une licence en droit. D'une certaine manière, encore une fois, on veut avoir cette vocation généraliste, on n'impose pas que vous ayez des notes et suivi tel enseignement très particulier, etc. Alors, pour être tout à fait transparent, sur la plateforme, on vous demandera peut-être des renseignements, notamment sur le droit du marché intérieur ou le droit des affaires de l'Union européenne, mais c'est plus un élément d'indication pour nous. Ça ne présume pas une préférence pour ceux qui ont fait droit du marché intérieur par rapport à tous les autres. Et je le dis d'autant Hmm. plus que c'est moi qui fais le cours de droit du marché intérieur à Bordeaux et que ce n'est pas un élément qui va favoriser les uns ou les autres. Vous avez fait une licence de droit public ou une licence de droit privé, l'option là de la troisième année. Ça n'a aucun effet pour nous. Ce qu'on veut, c'est des juristes et des bons juristes qui ont une appétence pour la question des droits humains et donc une certaine ouverture d'esprit sur l'Europe et le monde. Voilà, donc nous sommes à l'inverse d'une perspective sectaire, si vous voyez ce que je veux dire, où il faudrait dès le début avoir montré une vocation pour tel ou tel domaine, là, dans le cadre, oui, de ce que moi je considère être une dérive sectaire. Voilà, donc ça c'est, et j'insiste, ça c'est fondamental, ok, puisque de toute manière la question du droit européen et la question des droits fondamentaux, c'est des questions transversales que l'on trouve en droit commercial, en droit civil, en droit administratif, etc., etc. Ok. Concernant la sélection en Master 2, alors si on reprend le système, il est très simple. Une fois que vous êtes sélectionné en Master 1, donc je prends l'exemple de notre Master droit européen des droits humains,
et que vous validez votre M1, vous êtes automatiquement, vous avez un droit à vous inscrire dans le M2 correspondant au parcours que vous avez suivi en M1. Donc voilà, nous, mention droit européen, parcours droit européen des droits humains, vous validez le M1, vous rentrez en M2, évidemment, sans problème. Si vous voulez faire un autre M2, eh bien à ce moment-là, n'importe quel autre M2, même celui d'un autre parcours de la mention droit européen de l'Université de Bordeaux, mais là, à ce moment-là, il y aura un nouveau processus de sélection. Donc, si vous êtes en M1 droit européen et droits humains et que vous passez en deuxième année, il n'y a pas de problème, vous n'avez pas de sélection à refaire. Si vous vous êtes perdu en M1 droit privé, par exemple, et que vous dites finalement les droits européens des droits humains vous intéressent en M2, à ce moment-là, il y aura la possibilité de candidater, mais là, il y aura effectivement une sélection pour pouvoir intégrer le M2 cette année, pour dire le parcours qu'on dirige cette année, mais il y a un candidat voilà, qui avait fait ça. Il y en a quelques-uns qui candidatent assez régulièrement. Et donc, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et nous, on est tout à fait ouvert à cette possibilité. Là aussi, encore une fois, on n'est pas sectaire. Donc, même si jamais vous n'aviez pas commencé avec nous en M1, on pourrait quand même éventuellement vous trouver une place en M2 en fonction évidemment des effectifs parce que c'est une limite évidemment importante. Alors, vous parlez d'une ouverture sur l'Europe et sur le monde. Est-ce que le master propose des opportunités à l'international? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par opportunité à l'international? Parce que ça me paraît assez vaste. S'il s'agit de pouvoir devenir secrétaire général des Nations Unies ou conseiller spécial de Madame van der Leyen, je vous dis en toute honnêteté, non. Pas à la sortie du master, peut-être. Pas à la sortie du master. Ceci étant, il y a quelqu'un du master de droit européen qui a été porte, enfin pas du master de droit européen qui n'existait pas, mais en tous les cas qui a fait une thèse de droit européen ici, qui a fini porte-parole de la Commission européenne, Madame Lebail, par exemple. Alors, en fait, sur les stages, évidemment, il n'y a pas de problème, en fait, hein, pour que vous alliez faire un stage dans une autre capitale européenne. Alors, Mais euh, ça, les stages, en fait, c'est les stages, il faut s'y prendre dès la fin du M1, parce que notamment les stages à la Commission européenne et à la Cour de hmm. justice sont très cadrés sur le plan temporaire et sur le plan de la démarche. Et donc, ça veut dire il y a toute une chronologie à C'est un respecter, processus tout administratif. un processus administratif, aussi bien à la Commission, d'ailleurs maintenant qu'à la Cour de justice, ou d'ailleurs dans d'autres Hmm. institutions de l'Union. Je pense à l'Agence européenne des droits fondamentaux, par exemple, ou à d'autres agences. Donc ça, c'est quelque chose, il faudra d'ailleurs qu'on fasse le point dès la fin du M1, après les examens. Et d'ailleurs, cette année, il faudra qu'on le fasse pour que nos petits amis soient déjà parfumés. Alors, si c'est ça des opportunités, c'est effectivement le cas. Et ça peut être aussi des stages, d'ailleurs, dans des Hmm. ONG qui font du lobbying à Bruxelles, bien Et évidemment. si je dis pas de bêtises, cette année, hein, on a une étudiante qui est Eugénie, qui est à Bruxelles, parce qu'elle est d'origine belge, donc ça aide. Et on a une autre Bruxellois. étudiante qui est à Bucarest. Donc, vous voyez, globalement, évidemment, il y a des possibilités, etc. Est-ce qu'il y a une mobilité Erasmus en M1? Ben Après, oui, pourquoi pas. c'est Ça, c'est à vous de voir. Ça, c'est on n'est pas du possible, tout hostile, bien au contraire. mais il faut, toujours pareil, là, suivre le processus administratif de l'Université de Bordeaux pour obtenir une bourse à la mobilité. Et puis évidemment, dans le cadre de votre programme Erasmus, de choisir des cours de droit européen dans l'université étrangère dans laquelle vous voulez aller. Mais ce qui est souvent le cas, en fait. La plupart des Erasmus, on est d'accord, choisissent évidemment les cours de droit européen, c'est quand même la chose la plus simple. Pas d'autres questions. Sur le chat, pour ouvrir la Pour parole. ceux qui sont en chair et en os et ceux de la boîte, évidemment, si vous avez des remords, n'hésitez pas. Alors, mesdames, monsieur, Est-ce que vous avez peut-être partiellement répondu, mais est-ce qu'on est susceptible de pouvoir passer les concours de la fonction publique européenne après le STEM? ah non.
Enfin, vous êtes susceptible. Ça dépend ce que vous appelez susceptible. Susceptible, c'est est-ce que vous remplissez les conditions légales? La réponse est oui. Mais on ne passe de toute manière, que ce soit les concours de la fonction publique européenne ou n'importe quel concours, préparer un concours, c'est un travail à temps plein. OK? Et ça, c'est vrai pour les concours européens comme le concours de la magistrature, de l'INSP, de tout ce que vous voulez. Donc, ceux qui vous racontent que grâce à leur master, vous allez pouvoir passer avec succès un concours en sortant du master, je suis désolé, c'est des mensonges, sauf cas très particuliers. Voilà. OK? Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un master 2 et après, on consacre toute une année au concours. La seule exception, c'est pour des masters, et il n'y en a pas à l'Université de Bordeaux, des masters qui sont prépa concours, soit administratifs, soit École nationale de la magistrature. Par exemple, je pense à un master qui existe à Rennes. OK? Donc ça, effectivement, pour ce type de master, ce que je dis est faux. Mais pour les autres, la préparation d'un concours, c'est quelque chose de très différent parce que les épreuves sont différentes, ce qu'on demande est différent, etc., etc. Donc ça, et donc j'élargis, si je puis dire, la réponse. Si on veut préparer les concours de la fonction publique européenne, c'est une préparation en tant que telle, parce que c'est d'ailleurs c'est très particulier, hein. C'est très particulier. Voilà. Et après, effectivement, vous pourrez le préparer, vous pourrez le tenter. Après, pour les Français, c'est quand même assez compliqué Oui. parce qu'il y a des Il y a questions. déjà trop de Français à la Voilà. Commission européenne. Donc, il y a une C'est ça le truc. discrimination, à moins que vous ayez une autre nationalité de l'Est ou Faire valoir. voilà, ça c'est. Donc, si vous voulez, la stratégie, si on veut travailler dans les institutions européennes, quand on est français, la stratégie, c'est de rentrer petit à petit à travers des stages et des postes de contractuels, parce qu'il y a plein de postes de contractuels, comme dans la fonction publique nationale, et à certains égards encore plus, il y a de plus en plus comme ça de postes de contractuels. Donc, il vaut mieux mettre le pied dans la porte et s'insérer ainsi. Après, vous avez pas mal de postes qui, sans être aux institutions de l'Union européenne, vous font participer à la vie de l'Union européenne. Assistant parlementaire, mais après aussi, il y a pas mal de. Alors, on en pense ce qu'on en pense, mais des instituts qui font du lobbying, il y en a beaucoup. Les collectivités publiques font du lobbying Bien sûr. d'une certaine manière aussi, les entreprises, voilà, bref, il y a tout un monde en fait, et on a beaucoup d'anciens du master, voilà, de ce qui va devenir le master droit européen des droits humains, qui travaillent d'une manière ou d'une autre à proximité avec l'Union européenne ou en interaction totale avec l'Union européenne. D'autres questions? Non, c'est clair. C'est bon. Dans la boîte. Il n'y en a pas d'autres. Bon, ben écoutez, merci beaucoup. Donc on va mettre on est en train de mettre en place une page web sur le site de la fac pour que vous retrouviez tous les renseignements qu'on vous a présentés. On va essayer aussi qu'ils mettent à disposition cet enregistrement de la présentation afin que vous puissiez y accéder de nouveau si vous avez envie, mais surtout que pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette présentation puissent la retrouver assez facilement. Et donc, vous pouvez aussi nous envoyer des mails, soit à l'un d'entre nous, soit aux deux, c'est plus prudent. Comme ça, vous maximisez vos chances d'avoir une réponse dans un délai raisonnable. Enfin, je dis ça surtout pour moi. Si vous avez d'autres questions qui surgissent postérieurement à cette rencontre. Voilà. Juste un dernier élément, il y a 25 places. C'est ça, en termes d'effectifs, il y a 25 places et on entend bien les pourvoir intégralement. Voilà. Merci beaucoup. Faites-vous passer un entretien? Non, pas pour le moment. On juge sur pièce et non pas sur place. Voilà. Bonne fin de journée à ceux qui sont à distance et bonne fin de journée. Merci à vous d'être déplacés. Je mets fin à la réunion.
Au revoir.